Brengt ons naar onze volgende spreekster, puisque nous avons une intervenante cette fois-ci qui va suivre, puisque c'est le docteur Véronique Keppen, qui est urologue et chef de service au CHU de Liège et de Huy, et elle va nous parler des troubles vésicaux et intestinaux spécifiques aux patients CEP. Je vous passe le clicker et merci. Bonjour, j'ai 20 minutes pour vous parler donc de deux sujets importants. Je vais essayer d'être concise. Donc, vous avez déjà entendu parler aujourd'hui de ces deux sujets en partie. Vous savez que les problèmes, on va commencer par la vessie parce que c'est mon domaine. Les problèmes vésico-sphinctériens sont présents dans 75 à 80% des cas chez les patients qui ont une sclérose en plaques qui évolue depuis au moins 6 ans. Et en tout cas, à 10 ans, on peut dire qu'il y a 80% des patients qui ont des symptômes. Et dans certains cas, on dit jusqu'à 10% des cas, ces symptômes sont présents au début de la maladie. Et une rétention urinaire chez une patiente ou un patient jeune peut être le premier signe d'une sclérose en plaques. Alors, ces troubles vésico-sphinctériens, ils vont atteindre la qualité de vie, évidemment, mais ils peuvent aussi provoquer des complications rénales, des complications infectieuses, donc on doit les prendre au sérieux. Pour cela, il faut faire une mise au point et, si possible, il faut faire une évaluation régulière du problème. Et le traitement sera adapté à la pathologie initiale, donc au stade de la sclérose en plaques, à son pronostic, au handicap qui est déjà présent ou pas encore, et aux autres troubles périnéaux. Alors, l'étude clinique commence par l'anamnèse. Alors, juste une petite parenthèse, comme M. De Groove vous a parlé du tabou, simplement pour dire que forcément, les premiers médecins qui voient les patients sclérose en plaques et qui ont le diagnostic, ce sont les neurologues. Les neurologues, avant, ne parlaient pas du tout des symptômes du bas appareil urinaire parce que pour eux, c'était tabou. Donc, depuis 20 ans, les choses ont évolué. On a réussi à leur faire comprendre qu'en quelques questions, ils pouvaient se rendre compte que le patient avait des symptômes. Ils pouvaient l'envoyer chez l'urologue parce que les traitements évoluent de manière très importante et qu'il y a des solutions pour différents problèmes. Et donc, en posant quelques questions, notamment, avez-vous des besoins urgents ? Ou devez-vous aller uriner trop souvent ? Est-ce que vous vous relevez la nuit ? Ce sont des questions simples qu'un neurologue peut poser. Ou est-ce que vous devez pousser pour uriner ? Ou encore, avez-vous de l'incontinence ? Mais si le patient a l'un ou l'autre de ces symptômes, il peut simplement suggérer une visite chez l'urologue et puis le patient décidera s'il va y aller ou pas. Mais il est comme ça informé d'un possible traitement ou en tout cas d'une possible prise en charge à un stade où les symptômes ne sont pas trop importants. L'examen clinique, là, évidemment, alors c'est l'urologue qui va le faire. On ne va pas demander au neurologue de faire un toucher rectal pour la prostate. Il pourrait le faire pour le problème sphinctérien, mais et le prolapsus, ce n'est pas l'affaire du neurologue non plus. Mais on a essayé de les sensibiliser pour poser quelques questions et donc adresser le patient. L'étape suivante, c'est l'agenda de miction. Ce n'est pas évident d'avoir un agenda de miction précis chez quelqu'un qui a une sclérose en plaques. D'ailleurs, dans la littérature, ils sont souvent remis en cause, mais l'infirmière aide beaucoup le médecin à expliquer au patient et à réexpliquer quand l'agenda n'est pas correctement réalisé. Donc ici, c'est simplement quelqu'un qui urine spontanément, mais vous pouvez constater que ce sont des tout petits volumes, c'est presque les volumes de nouveau-nés. Et pourtant, la personne a noté des numéros 3, donc besoin normal, ou numéro 4, des besoins urgents. Donc rien qu'avec cet élément-là, on peut dire que la personne a une trop petite vessie. Et de 7h40 du matin jusqu'à 23h, elle a déjà uriné 12 fois. Donc ce n'est pas quelqu'un qui boit énormément, simplement quelqu'un qui a une trop petite vessie. Un autre agenda de miction, c'est une personne qui pratique l'autosondage. Et là, c'est le contraire, c'est quelqu'un qui a de très beaux volumes et qui a inscrit chaque fois numéro 1. Donc, c'est quelqu'un qui se sonde par précaution, donc de façon un peu programmée. La personne n'a pas de symptômes. Et donc, c'est quelqu'un qui se rend aux toilettes 6 fois par 24 heures, sans besoin urgent et pour de grands volumes. Donc, c'est quelqu'un qui ose s'hydrater. Et c'est même quelqu'un qui s'hydrate de trop dans ce cas-ci et qui se sonde d'ailleurs pour de trop grands volumes. Alors, un examen urodynamique minimum, c'est le débitmètre.
Alors, on ne doit pas faire comme l'infirmière, s'asseoir à côté pour faire pipi. Ça, c'est simplement parce qu'elle reprépare le matériel pour la personne suivante. Le patient s'assied comme sur un WC normal et on aura un graphique, comme celui que vous voyez là, qui montre une miction en 2 temps, ce qui est typique de la sclérose en plaques. Donc, la miction commence, puis s'arrête, puis recommence, puis s'arrête. L'étape suivante, au niveau du bilan urodynamique, il faut une table pour pouvoir installer le patient en position gynéco et des sondes qui permettent de mesurer des pressions, parce qu'on va rechercher notamment la présence de contractions désinhibées du détrusor. Donc ici, vous avez une série de pics en bleu, là au-dessus. Chaque pic représente une contraction de la vessie, et à chaque contraction survient une petite paire d'urine, dans ce cas-ci. L'autre possibilité, c'est une personne chez qui le remplissage, on le voit en bleu ici, se fait à basse pression, et puis il y a une contraction, un seul pic à la fin du remplissage, et cette contraction va provoquer la fuite urinaire. Donc c'est 2 cas de vessie hyperactive. Alors, outre le bilan urodynamique, il y a la cystoscopie. Oui, il y a encore une photo d'infirmière, certaines ici la connaissent peut-être. Simplement pour dire qu'elle a préparé le cystoscope souple. Les cystoscopes souples étaient faits au départ pour les messieurs, mais comme c'est plus confortable, on les utilise en général pour les dames aussi. Et l'idée de la cystoscopie, c'est pour voir, comme ici, si la vessie est trop musclée, on voit bien les trabéculations, ou s'il n'y a pas d'élithiase ou un cancer. L'élithiase se retrouve généralement dans le cas de cyste 4 ou de sonde à demeure. En ce qui concerne les thérapies, le but, c'est de passer d'une vessie à risque à une vessie équilibrée. Donc, si on a une vessie qui est hyperactive, comme dans l'urodynamique, elle peut engendrer des complications, parfois simplement des infections, mais parfois une hydronéphrose ou un reflux. Donc, on voudrait que ce soit une vessie qui fonctionne de façon équilibrée, donc à basse pression, pour qu'il n'y ait plus de besoins urgents. Et donc, si possible, une basse pression pendant le remplissage, comme ça on a le temps quand le besoin d'uriner est ressenti, on ne doit pas se précipiter aux toilettes. C'est surtout important pour les patients qui ont un handicap physique et qui vont se déplacer lentement. Mais l'idéal, c'est aussi que la miction se passe à basse pression pour éviter le reflux. Et donc, si la personne urine bien avec un bon jet, tant mieux, elle pourra uriner spontanément. S'il y a une difficulté ou un résidu, cette miction en basse pression peut se faire par cathétérisme intermittent. Les traitements de base pour la vessie hyperactive, ce sera donc principalement les médicaments. En tout cas, on commence par eux s'il n'y a pas de contre-indication. Ils sont éventuellement associés au cathétérisme intermittent. Alors, on peut évoluer dans les traitements vers la prise en charge par endoscopie, par neuromodulation ou par chirurgie irréversible. Je vais vous montrer juste une petite illustration. Donc vous avez tous entendu parler du Botox, notamment dans la vessie. Le Dysport est maintenant aussi reconnu dans à peu près la même indication et donc remboursé par l'INAMI. Le Botox peut être remboursé même chez les personnes qui ne se sondent pas, tandis que le Dysport, il faut que la personne soit déjà à l'autosondage. Mais il faut avoir une sclérose en plaques ou une lésion médulaire. La neuromodulation, on a en Belgique la possibilité d'utiliser la neuromodulation du nerf tibial postérieur. Vous en avez certainement beaucoup entendu parler. Ce n'est pas remboursé par l'INAMI, alors que les Français, eux, ont le remboursement. La neuromodulation sacrée est remboursée entièrement par l'INAMI. C'est mini-invasif puisque c'est chirurgical. Il y a 2 temps. Un premier temps où on va implanter une électrode au niveau du sacrum, 3e ou 4e trou sacré. Et si le test de neuromodulation est efficace, on pourra dans un 2e temps implanter le boîtier, parce que l'ensemble coûte 8 000 €. On dit c'est l'INAMI, et l'INAMI c'est nous, donc on ne doit pas implanter quand il y a une mauvaise indication. Si la personne est en échec des médicaments, de la neuromodulation et qu'elle pratique bien l'autosondage, on peut envisager parfois un agrandissement de vessie avant le stade ultime de la cystectomie, qui est quand même le dernier recours. L'agrandissement de vessie se fait avec un segment d'intestin. Hors de ce segment, on va, comme le dessin l'illustre ici, on va transformer un tuyau en un patch
ce patch, le voilà là, et on va l'amener sur la base de la vessie, parce que généralement, on aura enlevé le dôme vésical. Alors, le tube qui est dessiné, la photo du tube que vous voyez ici, c'est un tube qui est constitué, dans ce cas-ci, avec un tout petit segment d'intestin, mais on peut le faire avec l'appendice. Ça, c'est dans le cas de patients qui seraient autonomes pour le sondage si on fait une cystostomie continent. Donc, ce sont des personnes qui n'ont plus la possibilité de se déshabiller ou de se transférer. Et je vais vous montrer juste la photo d'après. Si la stomie est amenée au niveau du nombril, il suffit d'abaisser un réal pantalon et donc la personne est apte à se sonder elle-même. Alors la sonde est raccordée à un sac récolteur et si c'est une patiente ou un patient tétraparétique, pour brancher le sac sur la sonde, il y a des petits artifices comme ici. Ça, c'est le patient qui l'avait fabriqué lui-même, mais on s'en procure maintenant en plexi, simplement pour avoir plus de force. Donc il y a moyen d'aider les patients de différentes façons. Le palliatif, c'est la sonde à demeure qu'il faut éviter à tout prix. On se bat tous contre cela, mais on a tous des patients à la sonde à demeure. C'est très difficile de les appareiller pour qu'il n'y ait pas de traction sur la sonde et donc pas de déchirure. Et surtout chez les patients qui ont une sensibilité diminuée et qui ne se rendent pas compte que la sonde tire. Et parfois, en quelques semaines, on peut arriver à un résultat pareil, et parfois en quelques années. Donc, en général, la sonde à demeure, c'est plutôt pour vraiment le palliatif presque terminal. Il vaut mieux préférer le cystocate. Mais il faut le mettre à temps parce que pour mettre un cystocate, il faut que la vessie soit de grande capacité. Sinon, on prend des risques en plaçant le cystocate. Il faut surtout aussi qu'il n'y ait pas de traction pour ne pas qu'il tombe. Donc ça, c'est un système classique des services de réadaptation. Et moi, à Liège, je prône beaucoup pour un petit robinet qu'on ajoute, le flip flow, entre le cystocate et le sac, parce que je voudrais que les personnes gardent un réservoir. Ou sinon, le cystocate se bouche plus vite. Donc ça, c'est juste pour illustrer. Sur cette photo-ci, vous voyez, la vessie est vide. Donc le cystocate, il est contre la paroi de la vessie. Donc il va s'obstruer beaucoup plus vite. Sur cette photo-là, quand la vessie se remplit, le bout du cystocate flotte dans la vessie, donc dans l'urine. Et donc, il s'obstrue moins vite. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Et donc, on garde les gens qui ont un cystocate, en général, sous médicaments, sinon pas une grande vessie, ou sous Botox, pour éviter d'avoir les problèmes d'obstruction. Donc, ce sont des traitements palliatifs, mais on y arrive malheureusement. Alors, les problèmes colorectaux, on vous en a déjà parlé aujourd'hui à plusieurs reprises aussi. Donc, la constipation, elle affecterait jusqu'à 70% des patients sclérose en plaques, mais la continence fécale toucherait aussi 70% des patients sclérose en plaques. L'incontinence fécale et la constipation coexistent fréquemment, forcément, vu ces chiffres, et forcément, ça va altérer la qualité de vie. Alors, juste pour en petit résumé, le côlon et le sigmoïde ont comme fonction principale de concentrer et entreposer les selles, et aussi une fonction de digestion. Alors, la fonction colorectale, donc rectum et anus, c'est plutôt une fonction d'évacuation, donc il faut pouvoir agir sur les deux versants. Alors, à notre niveau, moi je ne m'occupe pas du tout des problèmes fécals, j'adresse aux gastro-entérologues, mais je peux quand même poser quelques questions aux patients. C'est pareil pour les infirmières stomathérapeutes, c'est pareil pour les neurologues. Donc, les gastros nous conseillent, ou les MPR, donc ce sont les médecins de réadaptation qui travaillent dans les centres de réadaptation, ils nous conseillent d'utiliser quand même des échelles pour sensibiliser les patients à ce problème-là, parce que parfois, comme c'est tabou, ils n'en parlent pas trop non plus, et ils acceptent la situation. Donc, il y a l'échelle de Bristol, je pense qu'on vous en a déjà parlé aujourd'hui, avec la consistance des selles. Si vous pouvez vous en procurer, c'est très facile pour le patient de cocher le numéro qui vous permettra de savoir si les selles sont correctes ou pas. Parce qu'il faut être en 3 et 4 si possible. Et alors, il y a la Neurogenic Bowel Dysfunction Score, qui est un score avec 10 items. Et plus le score est élevé, plus on est gêné. Donc, l'échelle de Bristol, vous connaissez tous. Il faudrait donc être au milieu, 3 et 4, pour avoir des selles normales. Et le score neurologique, là, c'est les 10 items à compléter. Ça ne me prend pas un temps fou non plus. On peut peut-être le proposer aux patients pour qu'ils le fassent déjà en salle d'attente. Et on a une idée, sur base des réponses, du fait de l'importance ou non des symptômes. Le docteur Debugne vous a parlé de cet outil, Patient Global Impression of Severity, avec
une seule question, on sait déjà où en est le patient. Donc ça, c'est le minimum que l'on puisse tous faire à notre niveau, et puis éventuellement envoyer donc chez le gastro-entérologue. Le catalogue des selles, c'est aussi important que le catalogue d'émictions, avec un certain nombre de précisions. Chaque hôpital a probablement son catalogue. Le but de la prise en charge, c'est évidemment, si le patient est incontinent, de le rendre continent et d'éviter les complications s'il y a de la constipation. Alors, les complications, fécalome, douleur, ballonnement, c'est des complications relativement modérées. Et c'est peut-être pour ça que les gastro-entérologues qui s'occupent des problèmes neurologiques ne sont pas très nombreux, comparativement aux urologues qui s'occupent de neuro-urologie, parce que les complications de la vessie sur le haut appareil sont plus importantes que les complications intestinales. Les répercussions sont plus importantes. Sinon, donc, le but, c'est déclencher les selles régulièrement, mais sur un lieu adapté, évidemment. Si possible, avoir des selles moulées. Alors, on peut y arriver par des petits moyens simples, comme la stimulation adaptée lorsqu'il y a une dyschésie, avec les suppositoires effervescents et ductiles, que vous connaissez peut-être tous aussi, qui viennent de Monaco, mais qui ne sont pas très chers, et qui sont disponibles vraiment partout en Belgique, parce que les grossistes les connaissent. Et la stimulation digitale, qui est surtout utilisée chez le blessé médulaire. Alors, il y a une pyramide thérapeutique. Donc, d'abord, évidemment, le gastro va proposer de modifier les habitudes alimentaires d'après les habitudes du patient. Il va éventuellement introduire des laxatifs ou des constipants. Et puis alors, il va proposer, s'il y a de la dyschésie, la stimulation digitale par suppositoire, éventuellement, ou éventuellement la kiné avec le biofeedback. Et puis, on vous a parlé de l'irrigation transanale, éventuellement l'irrigation colonique antégrade, et puis, au dernier recours, l'astomie. Alors, l'irrigation transanale rétrograde, c'est forcément l'irrigation par le bas, dont on a déjà discuté et on en parle, je crois, encore après. Vous connaissez bien le principe, et apparemment, le remboursement en Belgique évolue, donc c'est bien pour les patients. Et alors, le lavement colique antégrade, je pense que les infirmières ici connaissent aussi au moins un patient qui a déjà eu ce type de chirurgie, qui donne quand même de bons résultats, mais qui nécessite pour le patient un temps de passage aux toilettes qui est quand même particulièrement long. Certains s'en sortent en le faisant un jour sur deux, mais d'autres doivent faire cette manœuvre tous les jours. Il faut parfois beaucoup de liquide, et ça peut aussi avoir des répercussions sur le comportement de leur vessie. Mais c'est une chirurgie qui a fait ses preuves. Donc, en conclusion, au niveau intestinal, si on pouvait poser la question au patient qui vient peut-être vous voir pour un problème urinaire et qui ne parle pas des selles, pour faire tomber les tabous, on peut utiliser au minimum ces deux échelles-ci qui sont vraiment minimes. Alors, je montre beaucoup de photos d'infirmières, mais c'est important d'être bien entouré. Et donc ici, j'ai la chance d'avoir Dr Dive, qui est neurologue, tout près de moi, et Christiane Bottin, qui était stomathérapeute et qui est retraitée maintenant, mais voilà, quand on est bien entouré, il faut essayer de tout faire pour garder les personnes qui travaillent avec vous. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, docteur. Nous n'avons pas de questions pour vous. Par contre, la présentation était super enrichissante et un vrai plaisir de vous écouter. Merci beaucoup.